En ce qui concerne la centrale nucléaire de Fukushima, elle vient de subir un accident grave dû à un tremblement de terre qui a été suivi d'un tsunami. On est actuellement dans une situation grave, qui est toujours fragile, qui n'est pas stabilisée, puisque si je rappelle brièvement ce qui s'est passé, cette centrale de Fukushima comprend 6 réacteurs. 3 réacteurs étaient en fonctionnement avant le tremblement de terre, 3 étaient arrêtés. À la suite du tremblement de terre, les 3 réacteurs en fonctionnement se sont arrêtés automatiquement. Ça a fonctionné normalement. Et puis, à la suite du tremblement de terre et du tsunami, il y a eu perte de l'alimentation électrique et perte de la source froide, des moyens de refroidissement. Alors, il y a une préoccupation, une tâche majeure quand un réacteur s'arrête. Il faut bien voir qu'un réacteur qui s'arrête, ce n'est pas comme une voiture qui s'arrête. C'est-à-dire qu'une fois qu'un réacteur est arrêté, il faut refroidir le combustible. Et ce refroidissement doit perdurer pendant des mois, voire des années, puisque pour donner un ordre de grandeur, un réacteur d'une puissance électrique d'à peu près 1000 MW électriques, au bout d'une journée, il y a encore 15 MW, c'est-à-dire 15 millions de watts de puissance dissipée qu'il faut évacuer, et au bout d'une semaine, il y a encore 9 MW à dissiper. Donc on voit bien que le problème du refroidissement du combustible est un problème majeur. Donc sur ces réacteurs, il y a 2 points de préoccupation. Il y a le combustible qui est dans le cœur des réacteurs, et puis il y a le combustible qui est entreposé dans la piscine d'entreposage des combustibles usés. Donc on voit 2 préoccupations sur les réacteurs, 2 endroits où il faut refroidir ce combustible. Donc actuellement, ce qui a été mis en œuvre, ce sont des moyens provisoires de refroidissement avec injection d'eau de mer, ce qui a été mis en œuvre, injection d'eau de mer dans les cuves, les enceintes de confinement et dans les piscines. Alors maintenant, on a 2 éléments qui sont un petit peu plus favorables, c'est-à-dire qu'on est passé non plus à une injection d'eau de mer, mais une injection d'eau douce, ce qui permet d'écarter les problèmes dus à la cristallisation du sel, qui peuvent entraîner d'une part le fait qu'on ait du mal à manœuvrer des vannes, et d'autre part le fait que s'il y a cristallisation du sel, le refroidissement du combustible, c'est-à-dire l'eau passe moins bien entre les barres de combustible et le refroidissement se fait moins bien. Donc maintenant, on refroidit en eau douce, et les piscines de combustible, qui étaient des points de préoccupation, parce qu'en plus ces piscines ne sont pas dans l'enceinte de confinement du réacteur, ces piscines sont, à l'exception d'une sur laquelle il y a un problème de pompe de refroidissement aujourd'hui, mais la réparation est en cours, sont pour l'essentiel stabilisées. Donc ça, ce sont 2 points qui sont favorables. Alors maintenant, il y a un élément compliqué, c'est qu'on a trouvé beaucoup d'eau extrêmement contaminée dans le sous-sol des salles des machines de ces réacteurs. Et que cette eau, elle est très contaminée et qu'il faut pouvoir la pomper et l'évacuer, parce que pour pouvoir revenir à une situation stabilisée, pour pouvoir sortir de cette crise accidentelle grave, il y a 2 éléments qui permettront d'en sortir. C'est d'une part pouvoir restaurer l'alimentation électrique et d'autre part pouvoir récupérer la source froide. La restauration de l'alimentation électrique, donc on sait que l'exploitant japonais TEPCO a remis la connexion jusqu'aux 6 réacteurs, que les salles de commande ont la lumière, qu'elles sont alimentées, mais pouvoir réalimenter électriquement les pompes, tous les appareils électriques, on voit bien que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, ce sont des matériels qui ont été inondés, donc il y a des tas de vérifications avant de pouvoir les remettre en œuvre. Donc, cette eau contaminée qui est dans le sous-sol des bâtiments, des salles des machines, elle freine le rétablissement de l'alimentation électrique parce qu'elle empêche les intervenants de pouvoir intervenir. Donc, préoccupation principale, pouvoir pomper cette eau, et avant de pouvoir revenir à une situation stabilisée, qui sera quand on aura rétabli l'alimentation électrique et retrouvé la source froide. Et ça, c'est quelque chose qui prendra des semaines, voire des mois. On est dans une situation accidentelle grave et qui peut, avant d'en sortir, ça prendra encore des semaines et des mois. Actuellement, on est encore dans une situation extrêmement fragile. Alors maintenant,
Il est clair que les installations nucléaires, il y a à la fois pour leur conception, leur construction, il y a des dispositions, des exigences en termes de tenue vis-à-vis des aléas sismiques. Maintenant, savoir quel était le dimensionnement, comment tout ça a été fait, ça fera partie du retour d'expérience, de savoir exactement à quoi elle était dimensionnée, ce qui s'est passé réellement. Il faudra pouvoir analyser l'événement avant de pouvoir en tirer des conclusions. À la suite de cet accident de Fukushima, qui encore une fois est un accident grave, dont on avait dit dès le départ que pour nous c'était un accident qu'on situait entre l'accident qui s'est produit à Three Mile Island en 1979 aux États-Unis, où il y a eu une fusion partielle du cœur, mais avec de très faibles rejets à l'extérieur. Donc accident de Fukushima qui se situe entre cet accident de Three Mile Island et l'accident de Tchernobyl. Donc c'est un accident extrêmement important et très clairement, il y aura un avant et un après Fukushima. Comme après tout incident ou accident, il y a une procédure de retour d'expérience. Ce retour d'expérience, compte tenu de l'ampleur de l'accident, ce retour d'expérience sera très long, prendra des années. Simplement, je voudrais rappeler, pour donner un ordre de grandeur, qu'à la suite de l'accident de Three Mile Island, il a fallu 6 ans avant de pouvoir avoir une vue exacte de ce qui s'était passé dans le cœur. Donc, il y aura un REX qui sera de très grande ampleur, mais on comprend très bien que sur un accident aussi grave que celui de Fukushima, il faut commencer à voir, à faire des études et à prendre des mesures beaucoup plus rapidement sans attendre des années. Et donc c'est tout l'objet de ce qui nous a été demandé par le Premier ministre, à savoir conduire un audit de la sûreté des centrales nucléaires françaises et puis d'un processus qui a été mis en œuvre aussi au niveau européen, un processus de stress test ou test de résistance des centrales nucléaires. Et tout l'enjeu va être, bien entendu, de faire en sorte de rendre cohérentes ces deux approches, d'articuler ces deux approches. Ces stress tests, il y a eu une première définition qui a été proposée par WENHA, qui est le Western European Nuclear Regulators Association, qui est un club des chefs d'autorités de sûreté, des autorités de sûreté d'Europe de l'Ouest. Et la définition qui a été proposée par WENHA, de ces tests de résistance, c'est une réévaluation des marges de sûreté vis-à-vis d'un aléa majoré. Donc ça, c'est pour la définition. Et WENHA a commencé à faire une première proposition de la façon du contenu de ces stress tests. En parallèle, le Premier ministre nous a chargé de conduire donc un audit des centrales nucléaires françaises et au regard de l'accident qui vient de se passer à Fukushima, et donc sur 5 thèmes directement liés à cet accident, qui sont le risque sismique, le risque inondation, la perte des alimentations électriques, la perte de refroidissement et la gestion de crise. Et sachant en plus qu'il sera nécessaire d'étudier le cumul de risques, puisque c'est quelque chose qui était effectivement nouveau et qu'on voit à la suite de l'accident de Fukushima, donc ce cumul des risques. Et donc, nous devons élaborer le cahier des charges de cet audit, nous devons définir un calendrier. Pour nous, il est donc encore une fois extrêmement important que ce processus soit cohérent avec le processus européen. Nous devons avoir des premiers éléments de réponse pour la fin 2011. Et un point qui est extrêmement important, c'est que ce point soit conduit en toute transparence. Donc, nous devons aussi définir à la façon d'associer tous les acteurs, toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux. Le contenu de cet audit, ce sont les 5 sujets que je viens d'évoquer. Le risque terroriste n'est pas inclus dans ces sujets. On voit bien qu'on a un calendrier qui est extrêmement contraint. Il faut, encore une fois, la procédure de REX, c'est une procédure qui prendra des années, qui sera très longue. Mais on comprend bien
qu'en parallèle, il est important de commencer à avoir des premiers éléments de réponse rapidement. Et donc, de façon un peu, dans un calendrier un peu contraint pour fin 2011, les premiers éléments de réponse seront apportés sur les sujets directement liés à Fukushima. Et encore une fois, donc, aléas sismiques, inondations, perte des alimentations électriques, perte de refroidissement et gestion de crise, où il y a déjà un certain nombre de sujets à bien regarder. Donc l'ASN doit définir ce calendrier, doit fixer une décision. Après, EDF aura à faire des études, et puis après, l'ASN aura à prendre position, et tout ceci dans un contexte extrêmement ouvert et transparent, où, bien entendu, on rendra compte à la représentation nationale, au public, des résultats de cet audit. Nous venons de remettre, comme nous le faisons chaque année, notre rapport sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2010, donc avec un certain nombre de conclusions. Et pour nous, l'année 2010 a été assez satisfaisante sur le plan de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France, avec, comme il est dans le rôle d'une autorité de contrôle, un certain nombre de points de préoccupation, de vigilance, et un point de préoccupation concerne EDF, et nous demandons à EDF de mieux anticiper ces opérations de maintenance, parce qu'on a vu dans le courant de l'année écoulée que le fait d'attendre avant de remplacer certains composants conduit à un fonctionnement qui est clairement pas efficace et pas optimisé, dans la mesure où l'exploitant dépose des dossiers de justification de maintien dans un fonctionnement dégradé, que l'autorité, l'ASN, demande des contrôles, des expertises complémentaires pour, in fine, aboutir au remplacement du composant. Et c'est comme ça que l'un des réacteurs de Bugey, le réacteur numéro 3, a été arrêté 20 mois avant de changer les générateurs de vapeur sur lesquels on avait observé de la corrosion. Donc, on demande à EDF de mieux anticiper ces opérations de maintenance et de remplacement de composants. Alors maintenant, il est clair qu'à la suite de Fukushima, donc il y a cet audit qui est demandé, donc réévaluation des marges de sûreté par rapport à un aléa majoré des centrales nucléaires, et on verra quel est le résultat de cet audit et ce à quoi conduit cet audit. Comme nous faisons il y a sur toutes les centrales prévu par la loi un réexamen de sûreté tous les 10 ans. Donc les installations nucléaires, tous les 10 ans, font l'objet d'un réexamen important qui comporte 2 volets, le premier volet étant l'aspect conformité, c'est-à-dire conformité à son référentiel initial, puis un deuxième volet qui est réévaluation de la sûreté, réévaluation au regard des installations plus récentes et avec modification et implémentation de ce qui est raisonnablement possible d'implémenter. Donc ça, c'est de par la loi, les installations sont réglementairement soumises tous les 10 ans à un réexamen de sûreté. Au-delà de ça, l'audit à la suite de Fukushima vient effectivement mettre en œuvre, il faut qu'on définisse ce cahier des charges, mais voir maintenant comment, vis-à-vis d'aléas majorés, reprendre l'aléa sismique, reprendre la définition de l'aléa sismique, voir comment les centrales nucléaires résistent, et tout ça, on en tirera les conclusions à la suite de l'étude qui sera menée par EDF. En ce qui concerne la centrale nucléaire de Fessenheim, qui est en ce moment dans le processus de réexamen décennal, donc tous les 10 ans de la sûreté, qui est au 3e réexamen décennal, donc au bout de 30 ans de fonctionnement, d'ici 2 ou 3 mois, l'ASN prendra position sur la poursuite de l'exploitation pour 10 années supplémentaires après cette visite décennale, sachant que, quel que soit l'avis, l'ASN peut à tout moment suspendre le fonctionnement d'une installation nucléaire s'il y a risque, s'il y a danger, risque en matière de sûreté. Donc, et puis, l'ASN exerce de toute façon un contrôle permanent avec des inspections, un certain nombre d'inspections qui sont menées de façon régulière et courante, c'est notre activité courante, sur les centrales. Donc, encore une fois, Fessenheim, en ce moment, est dans ce processus 3e réexamen de sûreté, avec un avis de l'ASN d'ici 2 ou 3 mois. Comme nous l'avons fait en novembre dernier sur Tricastin 1,
où nous avons pris position à la suite du 3e réexamen de sûreté de Tricastin 1 et où notre avis a été que la poursuite de l'exploitation pour 10 années supplémentaires de Tricastin 1 pouvait se faire moyennant un certain nombre de recommandations. Donc encore une fois, sur Fessenheim, nous allons prendre position. Ça ne sera pas, de toute façon, quel que soit le résultat, ça n'est pas un blanc-seing pour les 10 années qui viennent. À tout moment, on peut suspendre et nous avons un contrôle permanent des installations. En parallèle de ce processus de réexamen de sûreté, vient s'ajouter l'audit à la suite de Fukushima, et d'où, bien entendu, les conclusions de cet audit viendront se surajouter, arriveront un peu plus tard, puisqu'il faut avoir le temps de définir le calendrier, définir le cahier des charges de cet audit, que EDF fournisse les études et que nous prenions position, et ces conclusions, nous les prendrons en compte pour le fonctionnement de Fessenheim, du réacteur numéro 1 de Fessenheim en particulier. Alors écoutez, je ne vais pas répondre sur la question du coût, je réponds en termes d'exigence de sûreté. Nous avions pris position il y a quelques mois, ça avait d'ailleurs fait du bruit à l'époque, je pense que ça en fait moins maintenant, sur le thème non à une sûreté à 2 vitesses. Et nous avions dit à l'époque que pour nous, il fallait vraiment viser des objectifs de sûreté qui avaient pris en compte le retour d'expérience justement d'un certain nombre d'accidents qui s'étaient produits, que ce soit TMI, Tchernobyl, les accidents du 11 septembre, et que clairement pour nous, il fallait viser et construire des nouveaux réacteurs qui satisfont à ces objectifs de sûreté, qui correspondent à ceux du réacteur EPR, objectifs de sûreté que nous avions définis en 1993 avec notre homologue allemand, et que nous n'hésiterions pas à dire, si des réacteurs étaient vendus par la France à l'étranger et ne satisfaisaient pas ces objectifs de sûreté, que nous n'hésiterions pas à dire que de tels réacteurs ne pourraient pas être construits en France. Donc pour nous, c'est clair, non à une sûreté à 2 vitesses et exigence sur les objectifs de sûreté. En ce qui concerne la survenue d'un risque, l'ASN n'a jamais dit, personne ne dira jamais qu'un accident grave ne peut pas arriver en France. Je crois que le risque zéro n'existe pas. Maintenant, il est clair que l'objectif, c'est de tout faire pour que la probabilité de survenue de ce risque soit la plus faible possible et avoir des objectifs de sûreté qui soient les plus exigeants possibles et qui prennent en compte le retour d'expérience de tous les incidents et accidents qui sont survenus. Mais personne, l'autorité de sûreté nucléaire n'a jamais dit et ne dira jamais qu'un accident grave ne peut jamais arriver en France.